Bonjour, aujourd'hui cette vidéo pour la première partie de l'immunité du chapitre sur l'immunité adaptative qui fait suite à l'immunité innée puisque je vous rappelle une CPA a quitté la zone inflammatoire avec dans ses récepteurs du CMH des fragments de l'antigène. Nous partirons sur un antigène de type grippal avec un premier schéma qui vous présente la structure d'un virus avec une enveloppe virale, moi j'appelle ça une enveloppe, je suis pas la seule, hein, avec une base membranaire et une base protéique. Nous avons, nous, sur nos cellules, la base membranaire, mais pas la base protéique. Et par contre, nous aussi, on a enchâssé dans la membrane des molécules, mais qui ne sont pas du tout celles-ci, enfin, c'est pas du tout fait pareil. Donc ici, une multitude de molécules plantées dans cette enveloppe. D'une manière simple, un petit croquis. Une enveloppe, donc membrane plus matrice plus couche protéique, plantée dans cette enveloppe des molécules de surface, des protéines de surface. À l'intérieur, ma foi, le matériel viral, le génome, qui peut être de l'ARN ou de l'ADN en un ou plusieurs morceaux. En principe, c'est plusieurs morceaux. Et aussi à l'intérieur des enzymes. Voilà l'organisation du virus, son mode de vie. Ma foi, vous avez remarqué qu'il n'y avait que du matériel génétique à l'intérieur, donc il est incapable de se reproduire, il n'a pas de ribosome pour faire sa synthèse des protéines, il n'a pas d'énergie non plus, il est totalement parasite, il a besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Donc ici, la phase d'entrée, fixation des molécules de surface, donc il a forcément... Alors tout dépend les virus, hein, il y a forcément une molécule de surface qui va se fixer sur une molécule de surface de notre membrane. Donc ici la cellule hôte, son cytoplasme et l'extérieur. Donc le génome viral, la phase de fixation. Ensuite l'endocytose, le virus est isolé dans une vésicule d'endocytose. Endo ça veut dire à l'intérieur, cytose ça veut dire cellule. Il a la particularité de se décapsider, c'est-à-dire de sortir son matériel viral en dehors de la vésicule. Ce matériel viral, ma foi, va entrer dans la partie importante de notre cellule, c'est-à-dire dans le noyau, utiliser les capacités du noyau à se répliquer, à répliquer de l'ADN par exemple. Donc le matériel génétique du virus va être répliqué, deux destinations à toutes ces répliques. Une première destination des ARN messagers qui vont, via les ribosomes, permettre la synthèse des protéines virales, et une autre partie des répliques du matériel viral va servir à la reconstitution du génome viral. Ensuite, il y a une phase d'assemblage qui va assembler donc les protéines virales et le génome viral pour faire des petits virus qui vont sortir par bourgeonnement. Là, j'ai fait ce schéma sur un virus qui rentre, un qui sort, pour des raisons de simplicité, mais un entre et des milliers sortent. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la cellule présentatrice d'antigène va rencontrer des lymphocytes T. Dans cette première partie, vous allez effectuer une étude à partir de 3 documents. Donc vous avez normalement les 3 documents sous les yeux. Je vous laisse mettre en pause la vidéo de manière à exploiter chacun de ces 3 documents et de dégager à la fin les étapes de l'action des lymphocytes T8. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre CD8, on peut mettre lymphocyte T8 tout court. C'est ce que j'écris pratiquement tout le temps. Donc pause, moi je continue et je corrige. Une première expérience, celle de Zinckernagel. Alors, il faut, dans cette expérience, au préalable, isoler des lymphocytes T8 de la souris saine et des cellules saines de cette souris. Puis, on l'infecte par un virus, ici le virus de la chorioméningite, et au bout d'un certain temps, ici 9 jours, on prélève des lymphocytes T8 et des cellules infectées. On croise les deux, on obtient 6 cultures, on fait donc 6 cultures, en croisant les lymphocytes sains et les lymphocytes issus de cellules de souris infectées, avec des cellules saines, des cellules infectées par le dit virus et des cellules infectées par un autre virus. Et on place les résultats sous forme de schéma. Donc ici,
Vous pouvez faire un commentaire ligne par ligne, ça fait 2 paragraphes, ou colonne par colonne. Moi, je vais procéder différemment. Moi, je constate qu'il n'y a qu'ici qu'il y a un résultat. C'est-à-dire que seul dans cette case, les cellules cibles, les cellules infectées sont détruites. L'objectif est quand même de détruire le virus. Il est caché à l'intérieur, mais c'est la cellule qui l'abrite, donc il faut la détruire. Seuls ces lymphocytes le peuvent, les autres, incapables. Donc ça signifie qu'un lymphocyte immature, issu d'une souris qui n'a pas encore été infectée, sont pas capables de reconnaître les cellules infectées, que ce soit celles de la chorioméningite ou de n'importe quel autre virus. Par contre, ces lymphocytes T, eux, sont issus d'une souris infectée. Donc il faut que ces lymphocytes T soient issus d'une souris infectée pour être capables de reconnaître ces cellules, comme s'ils avaient dû apprendre à reconnaître d'abord. Mais ces mêmes lymphocytes T, qui détruisent ici, ne sont pas capables de détruire une cellule infectée par un autre virus. Donc il y a vraiment une spécificité de reconnaissance. Un petit texte pour résumer tout ça. Donc les lymphocytes T8 doivent avoir été en contact avec le virus ou avec quelque chose issu du virus pour être actifs. Naturellement, ils sont inactifs. Et ensuite, ils ne reconnaissent que le virus A, pas un autre virus. Il y a donc une spécificité dans la reconnaissance. D'où l'idée d'une histoire de récepteur, qui fait que il y a une spécificité de reconnaissance. Le contact entre deux cellules, un lymphocyte T et une cellule infectée, on identifie la cellule infectée par le résultat, puisque la cellule infectée ici est détruite, on voit sa membrane plasmique en 1000 morceaux, ça fait des replis. La membrane nucléaire est encore intacte, mais ça va pas tarder, elle va être détruite. C'est le rôle de ce lymphocyte T. Ce lymphocyte T, pour pouvoir détruire, il est obligé d'être au contact, d'où encore l'idée d'un récepteur particulier. Un petit peu de texte pour corriger ce que vous avez probablement fait. Donc le contact physique est important d'avoir été repéré, que la cellule cible se fragmente, et on peut donc penser à une idée de fixation du lymphocyte T8 grâce à un récepteur. Et ensuite il détruit. On différenciera donc maintenant deux lymphocytes dans deux états différents, le T8 qui est immature et le T8 qui est mature. Dans la mesure où il détruit une cellule, on l'appellera T8, on l'appellera lymphocyte TC au lieu d'un 8 pour cytotoxique. Ici un graphique avec deux courbes, la courbe du virus de la charge virale qui diminue et la courbe des lymphocytes T cytotoxiques qui augmente. Donc il y a de plus en plus de lymphocytes T cytotoxiques, surtout à partir de J3. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 jours, la charge virale commence sérieusement à diminuer, à mettre en relation avec la quantité de lymphocytes TC qui augmente. Donc on fait le lien entre les deux, les lymphocytes TC participent à la diminution de la charge virale, donc ils sont responsables de l'élimination du virus. Augmentation du nombre de lymphocytes TC, ça veut dire qu'ils se multiplient. S'ils se multiplient, c'est qu'il y a mitose. Donc on obtient en fait des clones de cellules toutes identiques grâce à la multiplication des lymphocytes TC. Donc les lymphocytes TC sont actifs, on les dit différenciés puisqu'ils deviennent aptes à tuer, alors que les lymphocytes T8 au départ ne l'étaient pas. Et ils se multiplient par mitose, donc on obtient des clones de cellules toutes identiques avec toutes le même récepteur. Donc rapidement les étapes. Reconnaître, ça va être le rôle des CPA. Les CPA vont sélectionner les lymphocytes T8 compétents. Cette phase de sélection est importante puisque les lymphocytes T8 possédant le bon récepteur vont être triés. Ils vont se multiplier. Ça, c'est l'autre étape. Sélection, multiplication. Sélection par reconnaissance, multiplication par mitose. Et ensuite, ils vont être aptes à détruire, donc la phase de différenciation. Ils vont devenir actifs
et détruire les cellules infectées qu'ils vont reconnaître. Là, il y a encore un processus de reconnaissance grâce à leurs récepteurs. Et l'élimination sera la phase effectrice. On peut dire ainsi qu'il y a coopération entre l'immunité adaptative et l'immunité innée, puisque l'immunité adaptative, il faut que les cellules aient appris à reconnaître, il faut qu'elles soient sélectionnées, et l'immunité innée, c'est le rôle des CPA qui déclenche cette deuxième partie. Donc les CPA sélectionnent les lymphocytes T grâce aux antigènes qu'elles présentent. Il y a une complémentarité entre le récepteur T et les antigènes dans le récepteur du CMH des CPA. Donc c'est une complémentarité, toujours pareil, du type clé-serrure. Votre CPA, un lymphocyte T, la molécule antigénique dans le récepteur du CMH, et un lymphocyte T avec ici un récepteur T, qui est différent de celui-ci. Celui-ci n'est pas complémentaire, alors que celui-ci va l'être. Donc lui est sélectionné, il va devenir lymphocyte TC, alors que lui il reste lymphocyte T8 et il n'est pas sélectionné. Les cellules infectées présentent des molécules antigéniques à leur surface, elles aussi, et elles vont donc elles aussi être reconnues par ces lymphocytes TC. J'espère que vous avez tous bien compris. Voilà la fin de cette première partie du chapitre. La deuxième partie dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.